quand tu écrivais le film ou pas du tout? Bah, j'en étais consciente, d'autant que quand on écrit un film et qu'on cherche à le financer, on doit le faire lire et que parfois on bute effectivement sur des gens qui ont des réactions. Alors là, pour le coup, vraiment, j'ai l'impression que les réactions les plus bêtes, c'était au scénario, mais c'est quelque part normal parce qu'un film, normalement, il est plus puissant qu'un scénario et qu'au scénario, on voit, on peut croire que c'est une faiblesse, etc., que c'est une figure, justement. Bon. J'en étais consciente, mais c'était pas ça ma volonté première en fait. Ma volonté première, c'était on est avec la fille sur le bateau, on est avec les mecs. Et d'ailleurs, moi, mon film, je pense qu'il passe pas le test de machin là, de Bechdel, parce que en fait, la fille, elle est juste tout le temps avec des mecs. Donc voilà, et il y a un tout petit moment où elle est avec des filles parce qu'elle a beaucoup de sœurs et qu'il y a une escale dans la famille et elle parle de mecs. Donc j'ai perdu. Enfin voilà, moi j'ai perdu au test de machin là. Et pas avec la grève des ventes? La grève des ventes, non. Parce qu'il y a tellement de réunions féministes et tout ça que du coup, ça. Mais cela dit, quand elles sont toutes les deux, elles parlent souvent de leur relation avec le garçon. Et je pense que, parce que moi, ça m'obsède en fait, parce que moi, j'aime beaucoup les hommes en fait, et que du coup, ça m'intéresse beaucoup. Et que quand je suis avec des amis, on parle souvent de nos aventures amoureuses et celles qui sortent avec des garçons. Du coup, elles parlent de garçons. Enfin, c'est une chose naturelle, je pense, enfin normale. C'est pas grave, on va pas se forcer. À parler que d'utérus parce que il faudrait ce serait une chose bizarre. Mais non, en tout cas voilà, c'était quand même c'est quand même toujours déroutant de tomber sur des gens pour qui tout d'un coup c'est insupportable en fait une telle représentation de la femme. C'est fou quoi, enfin de se dire que voilà, enfin non, c'est pas juste Éric Zemmour en fait, pas du tout. Donc ça vaut le coup aussi. Enfin, après, moi, c'est pas ça ma motivation première, mais les films, on est heureux quand on voit qu'ils font bouger les lignes chez les spectateurs. Enfin, ça les trouble d'une manière ou d'une autre. Et il y en a, ça les trouble parce qu'ils sont très enthousiastes. Enfin, voilà, c'est pas le but, c'est pas de déranger des gens. En tout cas, moi, c'est pas mon but. Voilà, voilà. Mais je m'égare. Je sais même plus quelle était la question. Mais je voulais revenir, Virgile, sur ton choix dans les Mercuriales, des deux filles que tu choisis de filmer. D'abord, tu choisis plutôt des filles plutôt que des garçons. Or, ça aurait pu être aussi des garçons. Euh, et est-ce que ça veut dire que... et en plus, tu choisis des filles qui sont assez... et on reviendra sur cette histoire du corps avec Sarah, qui sont des filles qui n'ont pas des physiques extrêmement typées, qui restent des physiques. Elles ont un côté comme tout le monde, quoi. Ouais, je me suis pas posé la question comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien dans les films les choses hyper banales, hyper ordinaires, des lieux qui n'ont aucun intérêt ou qui ressemblent à des choses devant lesquelles on passe tous les jours, mais que, disons, l'art ou le cinéma le regarde pas beaucoup parce que ça a aucune noblesse a priori. Et pareil, une fille qui travaille comme hôtesse d'accueil dans un truc, c'est inintéressant au possible, ou un agent de sécurité, c'est vraiment les gens qui sont là partout dans le monde contemporain, mais on passe devant comme si c'était des meubles, enfin comme si c'était des choses on ne pose pas le regard sur eux. Et du coup, je trouve que c'est assez beau de se mettre à les filmer eux, de passer du temps avec eux pour voir que derrière leur fonction absurde, que la société leur... l'injonction de la société de leur faire faire ça, d'un seul coup de les rendre humains, même que filmer des flics, des flics minables de province, il y a un truc intéressant qui peut se révéler. Donc oui, le physique se doit aussi comme ça de pas être un truc trop... si on veut arriver à un truc un peu universel, enfin si on veut tendre vers un truc universel, vaut mieux essayer de trouver un corps qui soit le plus neutre, si ça a un sens de dire ça. Pour ce film Mercurial, oui, ça m'a intéressé parce que j'avais tout ce délire imaginaire sur deux tours jumelles, une tour de l'Est, une tour de l'Ouest, qui se regardent et qui se reflètent en miroir à l'infini. Et du coup, je voulais que le versant féminin, enfin le versant humain, c'était ça, deux filles, une fille de l'Est, une fille de l'Ouest, qui étaient comme ça dans un rapport de jumelles vampiriques qui trônent au milieu de la ville, comme ces deux tours. C'était plus un truc figure symbolique que envie de parler des femmes pour parler des femmes, en fait. Après, c'est vrai que ça m'intéressait de filmer une fille qui travaille dans un club de striptease, tout ce truc sur comment
ou la télé-réalité. Aujourd'hui, il y a plein de... Mais ça a toujours été comme ça en même temps, mais c'est une des formes contemporaines de ça. On choisit d'un seul coup une jeune fille de 16 ans, on dit toi tu vas être la nouvelle comme ça déesse, elle se déshabille devant des hommes, tout ça. Et c'est une des fonctions un peu éternelles et symboliques de la femme que j'ai envie de représenter, mais j'aurais vraiment pu le faire aussi avec des bodybuilders. D'ailleurs, dans mon film, il y a aussi quelques Apollons comme ça, de calendrier de pompiers quoi, qui apparaissent. C'est plus le fantasme, les délires sur le corps actuel qui m'intéressent. En ce moment, je suis vachement branché chirurgie esthétique et trucs comme ça aussi, mais c'est une des prolongations de ça. Tu vois. Catherine, tu veux intervenir sur ce qui vient d'être dit? Oui, je peux peut-être dire deux, trois choses. Déjà, pardon, en revenant en arrière, c'est que lorsque Virgile, là au tout début de la discussion, a évoqué la femme qui rentre le soir seule chez elle, j'ai tout de suite eu une image comme ça en tête, et qui est une image en fait purement cinématographique, ces films policiers que j'ai pu voir lorsque j'étais enfant, où une femme marche la nuit le long d'un long mur et puis on entend un pas qui résonne derrière elle et elle a très peur, elle accélère le sien, etc. C'est un cliché, et en fait quand moi je me suis trouvée dans cette situation, parce que c'est vrai que maintenant je paye des taxis, je m'offre des taxis, mais ça n'a pas toujours été le cas, et en fait quand je me suis trouvée dans cette situation de marcher dans un quartier un peu désert le soir, tout ça, c'était ces images de films qui me venaient en tête. C'était jamais la réalité de la situation, et d'ailleurs il m'est jamais rien arrivé, et sûrement pas d'aussi terrible que ce qui se passait dans les films, mais voilà, c'était le cinéma qui imprégnait suffisamment mon imaginaire pour me faire percevoir cette situation comme dangereuse, alors qu'elle l'était finalement pas. Donc ça, c'était juste ça, une petite parenthèse pour me chauffer. Non, moi je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait que cette question du genre se pose sûrement plus de la même façon aujourd'hui que à la belle époque du féminisme, en fait, bon, qui est plus peut-être proche de ma génération, encore que moi je me suis jamais sentie à l'époque où il fallait être féministe, je me suis jamais sentie féministe, mais peut-être vous aviez raison. Je pense que parce que j'ai eu la chance, et on en parlait avec Catherine tout à l'heure, de travailler dans un milieu professionnel où le fait d'être une femme n'était pas un handicap, en fait, où il y avait suffisamment d'hommes pas trop machos pour accepter éventuellement une femme dans une position d'autorité. Et je suis d'accord, je suis même assez intéressée, moi, personnellement, à tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez, je crois, rencontrer Virginie Despentes, mais tout près de Virginie Despentes, il y a Béatrice Preciado. Et moi, je trouve qu'une expérience comme celle de Béatrice, qui cherche finalement sa place à elle, son genre à elle, ni complètement du côté des femmes, ni complètement du côté des hommes, est quelque chose que je trouve tout à fait intéressant, parce que définitivement, ça va peut-être nous aider à brouiller justement ces frontières, jusqu'à ce que, je ne sais pas, un jour peut-être la science réussisse à faire en sorte que on surpasse cette barrière biologique qui fait que, voilà, pour l'instant, il n'y a qu'une catégorie de l'humanité qui peut enfanter. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réglé. Et pour ce qui est de ce que les femmes... Moi, ce que j'ai vu comme ça de votre travail aux unes et aux autres, et de celles absentes, c'est que là aussi, il me semble qu'on est dans un autre âge que celui de la revendication féministe, en fait. Ça, c'est évident. Mais aussi, je dirais, moi, il y a un certain type de cinéma féminin qui m'a intéressée, parce que, me semblait-il, les femmes qui prenaient la caméra se mettaient dans une situation dans laquelle un homme ne s'était pas encore mis. Voilà.
moi, alors, par exemple, puisque je parlais de génération, je suis exactement de la même génération que Catherine Breillat. Et il me semble que ce qu'elle cherchait à travers son cinéma et la manière dont elle abordait la sexualité dans son cinéma, vraiment, elle avait une audace là qui n'était pas tellement partagée par d'autres cinéastes hommes. Vraiment, je pense que cette audace, c'est parce qu'elle était une femme et que justement, elle était dans le cinéma indépendante des modèles qui avaient pu exister jusque-là. Je ne sais pas, aussi bien le modèle de l'actrice, comme on l'a résumé tout à l'heure, avec les stéréotypes, que le modèle genre Marguerite Duras, comme ça, au contraire, un cinéma très intellectualisé, très distancé. Non, elle était au contraire de ça. Bon. Et elle mouillait sa chemise, et celle de ses actrices en même temps, d'ailleurs, en montrant une sexualité explicite. Et voilà, ça, je me disais, il faut une fille qui se fiche, qui n'a pas trop de modèles qui lui pèsent sur le dos pour pouvoir faire des choses comme ça. Et je pense que bien qu'elle soit plus jeune, Clarisse Anne s'est mise aussi dans cette situation. Voilà, elle a pris sa caméra, elle s'est mise dans une situation que personne encore n'avait vraiment assumée. Je ne dis pas qu'un homme ne peut pas l'assumer, mais cette absence de modèle chez les femmes, elle ne s'inscrivait pas dans une tradition comme, je crois, le cinéma, et surtout le cinéma français, s'est beaucoup inscrit. Elles n'y avaient pas leur place, et donc elles faisaient des choses qu'on n'avait pas encore faites. Voilà. Je pense que là, on est à nouveau, avec votre génération, dans un autre moment où... voilà, moi je n'ai vu que votre court-métrage sur la grève des ventes. D'abord, le sujet même m'a beaucoup intéressée. Bon. Et puis j'ai trouvé que vous aviez une façon de traiter la comédie qui était vraiment, par rapport à un sujet comme ça, sans complexe. Et je me suis dit, voilà, on est encore dans un autre âge peut-être. Je sais pas, j'aurais du mal à le définir maintenant, mais voilà, avec... Enfin, une chose, par exemple, que j'ai aimée dans votre court-métrage, c'est cette parfaite ambivalence des personnalités, en fait. Elles sont là militantes, et puis en même temps, elles font exactement le contraire de ce pourquoi elles militent. Et je trouve que, voilà, ce flou, cette ambiguïté, au contraire des époques militantes, c'est peut-être une des choses intéressantes aujourd'hui, en fait. Oui, il me semble en fait qu'on est avec cette nouvelle génération, et effectivement tu as raison de citer le travail de Catherine Breillat, qui à mon avis a vraiment fait à un moment donné le travail de montrer le corps féminin désirant et de le revendiquer d'une manière extrêmement forte. J'ai l'impression que ceci étant fait, il y a quelque chose on est aussi débarrassé de ça, et on est dans un rapport au monde qui est un rapport au monde sexué, et donc où effectivement, comme le dit Lucie, moi, ça m'intéresse de parler avec mes copines des hommes, et c'est pas pour cela que je suis que je ne suis pas une personne, voilà, que je ne suis, voilà. Et je pense que là, par rapport à ça, il y a quelque chose qui est... on est débarrassé d'un certain nombre d'obligations, et on est beaucoup plus libre. Et peut-être que c'est ça, c'est-à-dire de revendiquer à la fois son égalité et sa sexualité, c'est vraiment là où on en est aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'on peut aller plus loin et comme le fait Virgile, travailler sur des corps du quotidien, on va dire, hein, pour raconter des histoires qui, à mon avis, sont aussi des histoires de l'ordre qui sont archaïques sur qu'est-ce qu'un humain, où en sommes-nous. Et il y a quelque chose comme ça dans les Mercuriales, et aussi dans Vega, de... quelque chose d'un noyau de la nature humaine qui ressort tout d'un coup parce qu'on est dans un quotidien, on est dans des endroits qui n'en sont pas, et que du coup quelque chose de notre espèce qui nous vient à la figure d'une façon très forte.
Et du coup, je vais venir au travail que vous avez fait, Sarah, avec Shira Geffen, justement, et ce travail avec, en miroir avec une autre actrice, un autre personnage, sur cette façon de rendre compte de deux personnes et en même temps d'une seule, avec cette façon dont les deux actrices et les deux s'intervertissent, se rejoignent pour finalement former quelque chose de l'ordre d'un personnage archaïque. Non, ça vous dit pas? Je suis pas sûre que ce soit, oui, un personnage archaïque, mais je veux pas parler trop spécifiquement peut-être du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais effectivement, dans le film dont vous parlez, il y a un gros travail sur le rapport des femmes à leur corps. Elles poussent à l'extrême, justement, peut-être les différents archétypes qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'il y en a une qui veut être mère, pour qui l'aboutissement son épanouissement passerait par la maternité, alors que l'autre, en miroir, va au contraire être dans le déni de sa... pour elle, la liberté qu'elle prend, c'est justement de se priver de la possibilité d'être mère, parce que elle considère que voilà, qu'elle a le choix de son corps, elle est maître de son corps, et pour elle, être maître de son corps, c'est enlever son utérus, et donc parce qu'elle choisit de ne pas de ne pas donner naissance, et elle revendique la capacité qu'elle a à exister sans vouloir être mère, à être femme sans vouloir être mère. Je pense que voilà, la réalisatrice a voulu pousser justement à l'extrême des problématiques du monde d'aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est la liberté, est-ce qu'être maître de son corps en tant que femme, si c'est pour en arriver à se faire du mal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait de notre liberté, c'est des questions qui sont posées là, aussi la limite, que ça peut arriver à quelque chose aussi de violent, c'est-à-dire quand vous parlez aussi de gens comme Breya ou d'autres qui pour s'autoriser, pour revendiquer une forme d'expression qui n'était peut-être pas possible il y a pas si longtemps que ça, vont aller encore plus loin et faire les choses encore plus graves, plus violentes, plus perverses que l'aurait fait un homme, parce que sous prétexte que je suis une femme, je vais m'autoriser à le faire parce qu'on ne va pas pouvoir me dire que j'abuse des femmes. Mais je trouve que ces choses-là sont complexes, et qu'il faut faire aussi attention à ne pas perdre. Je pense qu'on est dans un temps aussi d'une espèce de forme de dégénérescence, c'est-à-dire que à force de vouloir être égaux, on ne sait plus tout à fait qui on est, qu'est-ce que c'est qu'être un homme et qu'est-ce que c'est qu'être une femme. On en oublie même comment être des êtres humains. Comment dire que c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je vois en tant que comédienne, par exemple, comment le rapport à l'esthétique, par exemple, continue à être très différent pour les femmes que pour les hommes, et que les actrices, de manière générale, bien sûr qu'il y a des exceptions et des films et des réalisateurs ou réalisatrices différents qui utilisent des gens de toutes sortes, mais dans le cinéma, en tout cas dans le cinéma français et dans la majorité des cinémas aujourd'hui, on cherche quand même des jeunes filles qui sont, des actrices qui sont dans les canons de beauté, des standards esthétiques très précis. Et il faut qu'elles soient bien roulées, et qu'elles soient jolies, et qu'elles soient belles sur les photos, et qu'elles se montrent au maximum quand même, si possible, ça aide. Que ce soit dans les magazines ou dans les films, c'est une évidence maintenant aujourd'hui. Par exemple, la nudité, etc., c'est quelque chose ça va de soi. Pour moi, je trouve que non, c'est des questions, c'est des vraies questions. Et alors que les hommes sont représentés de manière beaucoup plus large,
Il y a énormément d'acteurs qui ont des énormes carrières et qui travaillent beaucoup, qui sont absolument pas beaux selon les critères d'esthétique et qui vont réussir et qu'on va utiliser comme étant le beau mec avec une super jolie nana à côté, et voilà, et c'est normal, quoi. Ou aussi les questions d'âge, des toutes jeunes femmes avec des hommes beaucoup plus âgés, ça raconte quelque chose. C'est pas, alors que c'est vrai que les réalisateurs souvent ne se posent même pas la question. C'est c'est normal. Donc pour moi, en tant que comédienne, c'est quelque chose qui est souvent qui affecte mon parcours, ma carrière, mes choix de films. Et j'ai souvent envie de me battre contre ça. Et quand je me regarde trop et que je me dis est-ce que je suis ceci ou ça, je me dis mais non, en fait, un acteur doit être, pour moi, c'est incarner toute forme de différentes humanités et de personnalités. Et donc les gens sont plein de choses, ils peuvent être beaux de plein de façons. Et voilà, et moi, c'est ça qui m'intéresse, de continuer à explorer. Et voilà, bon, je divague. Je vous rends le micro et... Justement, ce que tu dis, c'est un truc que je voulais commencer à dire, et je trouve ça hyper juste que tu dis ça, parce que c'est vraiment important. En fait, c'est vraiment la grosse sorte d'inégalité qui persiste comme ça, c'est le glamour, quoi. C'est ce besoin inconscient que la femme doit rester quelque chose de désirable à l'écran, de séduisant, et de préférence avec des canons de beauté qui renvoient à plein de choses de la mode, alors qu'un homme, effectivement, pourra être difforme, monstrueux, mais à condition qu'il ait quelque chose d'autre. On va lui accorder on va pouvoir passer 2 heures avec lui dans un écran sans être lassé, quoi. Et je me rappelle qu'une fois, Philippe Garrel m'avait dit ce truc qui est horrible. Il m'avait dit, je me suis rendu compte que j'ai beau essayer, une femme, quand je filme une femme, il faut que je choisisse une femme qui est belle. Sinon, ça marche pas, on décroche, on n'a pas de plaisir à la regarder. Et il le disait comme ça, son cynisme, mais vraiment une sorte de lucidité après 70 ans de cinéma, quoi, 60 ans de cinéma. Ce que j'ai trouvé le plus subversif, bizarrement, c'est pas dans l'art contemporain ou dans le cinéma d'avant-garde, c'était finalement une série mainstream comme Girls, où Lena Dunham choisissait vraiment une fille boulotte, pas très jolie, hyper ingrate sous plein de points de vue, et confrontée à plein d'autres filles qui sont un peu, elles par contre, des petites new-yorkaises, hipster, enfin à la mode, cool. Et elle, vraiment, on passe plusieurs saisons avec elle à regarder cette fille qui n'a pas le glamour habituel. Et on l'adore, on adore même ses défauts, même ses bizarreries, ses grosses cuisses, cette manière qu'elle a d'être affalée sur un canapé, un peu comme Le Tourneur d'ailleurs. Mais elle va encore plus loin que Le Tourneur dans la déconstruction, enfin la glorification d'un corps vraiment petite boulotte qui est ouais, relâché, des boutons, une peau luisante, enfin plein de choses qui sont que d'habitude le cinéma chic combat et efface. Et ça, finalement, c'était assez subversif à l'intérieur du système américain d'oser donner autant d'importance à ce contre-modèle-là. Et je pense que c'est comme lorsque une série américaine choisit de mettre un président noir il y a 15-20 ans comme héros d'une série. Ça permet qu'Obama arrive au pouvoir ensuite parce qu'on se met visuellement à voir la représentation d'un homme noir dans la Maison-Blanche et c'est possible. Donc c'est extrêmement politique parce que ça crée vraiment l'image possible de ça. Et là, l'air de rien, cette Lena Dunham, en montrant qu'une petite grosse boutonneuse peut être super cool et sexy et un bon coup au lit, elle donne des chances à plein de filles de tout son genre. Et c'est hyper fort d'un point de vue féministe. Voilà. Lucie, tu voulais réagir ? Je sais plus. Non, oui, je sais. Non. Moi, je crois qu'on choisit les acteurs parce qu'on les trouve beaux, les acteurs et les actrices. De toute façon, enfin beaux, on les désire, quoi. Tous. Enfin, moi, je les désire tous. Tu vois, dans Fidelio, je les ai tous. Les filles, les garçons, enfin les vieux, les jeunes, les moches, voilà. Après, ouais, la fille, moi, qui joue dans le film, par exemple, c'est vrai, elle est plutôt jolie, mais pas tout le temps. Et je l'ai aimée. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai choisi, parce que justement, c'est une actrice qui déteste le maquillage, qui s'en fout de contrôler son image, enfin, qui est une fille qui aime
voilà, être un peu comme les filles que tu as choisi toi de filmer, enfin tu vois, qui se posent, enfin voilà, qui... Et après, elle se met dans le système à faire les trucs de l'amour parce qu'on se dit, ouais, on est comme des guerrières pour le film, pour le coup, et parce qu'on veut faire des entrées. Mais on s'en fout. Enfin, elle s'en fout de le faire dans l'absolu, je crois. Enfin, j'en suis même sûre. Et après, je crois que c'est ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de jolies filles. Après, moi, il y a beaucoup de garçons, on va dire, ils sont moches, mais quand même, même les acteurs moches, en général, ils ont un truc, quoi. Enfin, excitant. Je sais pas, Peter Lorre, le mec de M. le Maudit. Il est juste tellement... Enfin, on a trop envie de le voir. Et il est vraiment pas beau, on dirait un crapaud. Il est horrible, mais il a quelque chose. Et puis même certaines actrices... alors, c'est évidemment, je vais pas y penser. Mais il y a des actrices... Voilà, bon, je vais surtout pas le dire, ce serait horrible. Mais même des actrices françaises qui jouent dans des films mainstream, qui font beaucoup d'entrées. Et les critiques passent certains à dire, elle est tellement belle, elle est tellement belle. En fait, objectivement, on se dit, non, mais en fait, elle est pas belle. Enfin, juste, il y en a plein, quoi. Je dis pas à qui, parce que ce serait horrible, mais ça ferait mauvaise langue. Mais je pense que, effectivement, les acteurs, ça va au-delà de ça, comme tu dis. Enfin, on a envie... moi, quand je choisis des acteurs, j'ai envie de choisir des gens qui vont incarner les personnages et des fois qui vont dépasser le personnage que j'avais écrit. Enfin, surtout, en fait, qui vont le dépasser tout le temps. Sinon, c'est chiant comme la pluie. Enfin, c'est ça qui me plaît. Ce qui est un peu l'inverse, d'ailleurs, du cinéma à l'américaine, où on doit composer un rôle, se mettre des prothèses et tout, mais qui peut être un truc intéressant aussi, d'ailleurs. Mais voilà. Du coup, bah oui, il se trouve qu'il y a beaucoup de jolies filles, sans doute, parce que c'est une habitude. C'est toujours ce truc des habitudes, comme le cinéma a été fait vraiment que par les hommes, quand même quasiment, jusqu'il y a peu. Bah, c'est comme s'il avait pris cette habitude de prendre des filles jolies, puis pas parce que les mecs ont du pouvoir et que c'est facile de coucher avec les actrices et que du coup on prend celles qu'on trouve jolies. Non mais c'est vrai. Et ça s'est fait, mais après c'est pas... ça c'est plus compliqué que ça, quoi. Toute la mythologie du cinéma s'est construite là-dessus. Toute la mythologie du cinéma, c'est la femme sublime qui croise par hasard un producteur de cinéma, lui affreux, mais qui va la faire exister. Oui, oui. Mais je vous écoute. J'avais une question quand même à poser. Je me dis, mais ces acteurs de cinéma très, très formatés pour ce qui concerne les femmes, voilà, dans une beauté ou une joliesse comme ça, est-ce que c'est pas assez français quand même, ça? Est-ce que c'est pas le cinéma français où ça domine beaucoup? Et je prie ceux qui n'ont pas vu encore, c'est quoi, Self-Made, ce film israélien fait par une femme d'ailleurs. Donc je l'ai pris de m'en excuser parce que je vais en parler et j'espère que ça va les encourager à aller le voir. Moi, ce que j'ai trouvé formidable dans ce film, c'est que ça tourne autour de deux figures féminines. Donc l'une jouée par Sarah alors franchement, je ne vous aurais pas reconnu si on n'avait pas été présenté. Vous avez un physique très androgyne comme ça dans ce film. Et l'autre figure, la jeune femme qui est censée jouer la palestinienne, a un physique absolument à l'opposé, comme ça. D'abord, on vous voit pas nu, mais voilà, en petite tenue, très petite tenue. Et elle est toujours, en tout cas dans un premier temps, masquée par ces grands habits là, de femme arabe, ses voiles et tout ça. Et puis, alors, c'est vraiment pas, c'est même pas la petite grosse sexy, quoi. Hein. C'est vraiment, elle est pas du tout sexy. Et petit à petit, au fur et à mesure que le film se déroule comme ça, et voilà, cette figure évolue et tout d'un coup, ce corps et ce visage prennent une dimension extraordinaire. Enfin, je sais pas, je veux pas dire des mots trop prétentieux comme ça, mais c'est le même corps et il y a une transfiguration de ce corps. Et de la même façon, puisque vous vous croisez en quelque sorte, je trouve aussi qu'il y a une transformation physique de votre part, et notamment par exemple le visage. C'est plus frappant chez vous dans le visage. Donc en fait, on se rend compte que le corps présent sur l'écran, c'est bien sûr le corps de l'interprète, c'est la transformation que le metteur en scène
où la metteur en scène va apporter en plus ce qu'on va choisir comme vêtements, les indications qu'on va donner à l'acteur. Mais peut-être le mélange de l'apport des deux fait que voilà, il y a des corps qui se transfigurent au cinéma, à l'écran, et il y a des corps qui ne se transfigurent pas. Et là, il me semble que c'est presque un thème de ce film, de voir ces corps se transformer et se dépasser, quoi, devenir autres. Bon. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Et c'est comme ça, la première vision que j'ai eue tout de suite en voyant les deux personnages, c'est que je me suis dit, mais alors on est complètement en dehors des codes, quoi, en fait. Complètement en dehors des codes. Et néanmoins, je veux dire, il y a une empathie qui joue, comme au cinéma, quoi. Voilà, on adhère à ces jeunes femmes. Donc c'est possible quand même en dehors de ces codes. Oui. Et moi, une chose qui m'a beaucoup plu dans le film de Virgile, Les Mercuriales, c'est que je crois que c'est pas des actrices professionnelles. Non, ce sont pas des actrices professionnelles. Alors elles sont quand même pas moches, hein, elles sont assez, je les ai trouvées assez mignonnes, mais c'est vrai qu'elles sont pas non plus, elles n'ont pas un physique formaté. En plus, il y a le choix de cette jeune femme qui a un accent comme ça, c'est assez intéressant parce que ça la décale un peu et tout. Et là aussi, moi, j'ai trouvé que c'était un des aspects intéressants du film. Mais je pense que justement le cinéma et la caméra, d'emblée, je crois, quel que soit le corps qui est choisi, le magnifie d'une façon ou d'une autre, parce qu'il nous le désigne comme étant pour le spectateur, de fait, parce qu'il est sur l'écran, un corps désiré constamment. Donc au contraire, malheureusement, une caméra peut être une sorte de microscope qui vient montrer dans un gros plan tout ce qu'un visage peut avoir d'ingrat, s'il est mal incliné, s'il est c'est les deux. Et puis il ne faut pas oublier toute cette cuisine, ce rituel qu'il y a avant de tourner, qui est ces heures de maquillage, tout ce qui se passe avant qu'on se mette à tourner, toute cette transfiguration qui peut être faite dans cette espèce d'énorme rituel qu'est le cinéma, où on passe par... Donc il y a tout un truc de mise en scène qui existe aussi et qui fait que tout ça est une grande illusion, et c'est c'est de la transfiguration. Et la caméra est une des étapes, enfin un des médiums pour ça. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est intéressant dans le film Sekhmet, c'est que cette question de la transfiguration qui est au cœur même de la machine cinématographique devient le sujet même du film, de toute façon. Oui, je ne sais pas si c'est la transfiguration du cinéma qui est le sujet du film, mais effectivement le rapport de ce que j'ai évoqué déjà tout à l'heure, le rapport des femmes à leur corps et à leur désir, et avec les hommes dans une position presque, pour le coup, inexistante. Mais bon, et c'est une femme qui fait ce film-là et qui a envie de raconter quelque chose c'est quelque chose de très personnel sur sa vision justement de la féminité et des possibilités que les femmes ont dans la société. Elle se moque aussi, des femmes fortes. Quelque part, mon personnage, c'est tiré presque au ridicule, la femme qui s'assume tellement et qui veut tellement avoir le contrôle de tout que finalement elle ne ressent plus rien. Donc elle joue avec non seulement, enfin pas des clichés, mais des problématiques qu'elle va tirer à l'extrême pour examiner, pour trouver peut-être pas un juste milieu, parce qu'il n'y a pas de position juste, chacun avec son histoire, sa sensibilité. Mais je pense que ce qu'elle dénonce, enfin, ou ce qu'elle pointe dans le film, c'est de faire attention à ce que au nom de la force et de l'autonomie et on ne vienne pas non plus, on ne se coupe pas de nos propres sentiments, d'une féminité et d'une position éventuellement de femme, qu'on n'est pas obligé de devenir
comme un homme, entre guillemets, pour être une femme libre et bien dans ses baskets. On peut être... on est différent, heureusement, sinon il n'y aurait pas de monde. Donc, on ne peut pas essayer enfin, on peut, et c'est un petit peu, je pense, une des problématiques de notre temps, pas du cinéma, mais du 21e siècle, qu'on ne sait plus trop où s'arrête la chose, et que du coup, les rôles sont, à force de vouloir sortir des choses, des stéréotypes et des rôles prédéfinis, finalement, on est obligé de passer peut-être par un extrême un petit peu par l'opposé, et ça pose d'autres problèmes, parce que je pense qu'il faut arriver à trouver quelque chose où on reste, où homme et homme, il y a du masculin, il y a du féminin, et arriver à connaître chacun en nous et dans notre rôle, que ce soit au sein de la famille, de la société, du travail, à pouvoir avoir ces deux parties, puisqu'on est tous faits et de masculin et de féminin, qui cohabitent sans passer à quelque chose de radicalement opposé. Mais ouais. Je voudrais ajouter le grain de sel du critique d'art. Parce que, en fait, le personnage joué par Sarah, c'est celui d'une artiste qui prépare sa participation à une biennale d'art contemporain. Elle est déjà assez réputée. Et je trouve qu'il y a une satire des artistes comme ça, d'art contemporain, qui m'a beaucoup plu. On sait que dans ce domaine, les femmes ont justement beaucoup exposé leur corps. C'était même, je veux dire, une sorte de revendication de leur place, comme ça, au sein de l'art, que de s'exposer elles-mêmes dans leur intimité, d'exposer leur corps. Et il y a une sorte de satire de ça, puisque si je comprends bien, une des œuvres que réalise l'artiste que vous jouez, elle se teint en bleu l'utérus. Il y a une histoire comme ça, non? J'ai pas rêvé. Elle passe une vidéo où elle se sert de son utérus comme d'un support pour la peinture, quoi. Bon, et bon, évidemment, ça m'a amusé, quoi, parce qu'en fait, c'était une façon de se moquer aussi de ce qui a traversé ces dernières années l'art contemporain, avec ce type de démarche dont je parlais, quoi. Oui, ben là, elle met en opposition, le personnage va dire même dans une conférence de presse que l'utérus va devenir un sac. Et elle dit les femmes adorent les sacs, parfois même plus que leurs propres, que les enfants. Donc ce qu'elle essaye je pense, de raconter de manière un peu grossière, si je peux aller vite, c'est une femme qui se bat contre justement une société de consommation et d'esthétique où les femmes se passent leur vie à vouloir être bien, jolie et fonctionner, et être mère, et leur petit plaisir, c'est d'avoir des jolis sacs et des jolies chaussures, et ça s'arrête là. Et donc, voilà, elle se bat, le personnage que je joue se bat contre ça, mais en allant très, 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 très loin. Et bon, moi, je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes, et en même temps, moi personnellement, et en tant que personne, et en tant que comédienne, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de trouver l'endroit, la rencontre de toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de renoncer ni à être dans un rapport esthétique au monde, dans un rapport d'intelligence au monde, dans un rapport de respect les uns aux autres. On n'est pas obligé de prendre une position idéologique pour exister en tant que femme, ou en tant qu'homme d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est rare, et l'exemple que tu donnais tout à l'heure de la série et tout ça, ça fait du bien de voir des réalisateurs et des artistes qui montrent des gens, voilà, des gens qui, avec leurs défauts, avec leurs qualités, leurs faiblesses, qui peuvent être parfois beaux et parfois pas. Et on n'est pas obligé de dire, quand il y a quelqu'un qui n'est pas beau, on n'est pas obligé non plus de le montrer comme un personnage moche. Non, c'est juste une personne. Par rapport à ce que tu disais juste avant sur pas avoir à choisir,
j'ai l'impression que ce que j'entends beaucoup de la part de femmes, c'est un espèce de discours nouveau qui est un jour j'ai envie d'être mère, ensuite j'ai envie de devenir la femme libre qui va boire des verres avec des copines, j'ai envie d'être la pute, j'ai envie d'être tout ça comme si aujourd'hui on avait envie à différents moments de pas avoir à choisir un rôle définitif que la société a désigné comme ça très clairement et de pouvoir être un personnage de théâtre qui prend plusieurs masques et que je ne sais pas si c'est positif ou pas positif d'envisager le rapport au monde comme ça, mais que la femme peut passer du rôle de mère à être hypersexuelle, à femme qui assume aimer faire de la couture et du repassage sans avoir l'air rétrograde. Voilà, c'est un discours que j'ai entendu. Le repassage surtout. La couture encore, mais le repassage, merci. Non, mais choisir, c'est renoncer. Enfin, tu vois, c'est tout le problème. Enfin, pour le coup, c'est le même problème d'ailleurs dans la grève des ventres, en fait. C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir mener un combat plutôt ludique. En plus, on est effectivement plutôt sur un ton de comédie. Mais voilà, et le jour où elle veut un enfant, alors il faut pas faire d'enfant. Enfin, ou alors il faut devenir comme les fachos qui viennent attaquer les femmes enceintes et qui les tapent parce qu'il faut plus être enceinte. Enfin, tu vois, c'est toute. Mais pour moi, c'était plutôt une réflexion d'ailleurs sur l'engagement militant en général. Enfin, il se trouve que là, c'est un groupe de filles et tout ça, mais moi, c'est cette ambiguïté en fait. Moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire, j'ai tellement de mal à m'engager dans un monde qui demande tellement d'engagement, mais aussi parce que peut-être je veux tout. Enfin, voilà, et que en même temps, je suis consciente que tout n'est pas possible. Enfin, voilà, et pour le coup, c'est vraiment l'histoire aussi de Fidelio, voilà, où elle ne veut pas. Enfin, le film est faussement un sujet classique d'une femme qui hésite entre deux hommes, parce qu'en fait, elle n'hésite pas du tout. Elle veut les deux. C'est très clair en fait. Elle veut les deux, mais par contre, c'est là que les problèmes commencent. Mais parce que je pense qu'un homme qui veut deux femmes aussi, en fait, très vite, il a des problèmes. C'est pas une question de genre. C'est que ou trois femmes. Enfin bon, voilà. Enfin, peut-être pas dans les régimes où on épouse plusieurs personnes. Mais là, elle veut pas les épouser en fait. C'est juste, elle trouve ça chouette d'avoir plusieurs hommes dans sa vie et en même temps, c'est pas une menthe religieuse, donc elle veut pas faire souffrir. Donc voilà, c'est pas. Ah ben, pas du tout traité d'ailleurs, parce que je pense qu'elle s'en fout complètement à ce moment-là de sa vie. Pour le coup, c'est un film qui fonctionne vraiment comme une chronique d'un personnage pendant quelques mois, d'un temps, d'un voyage, etc. Et qu'effectivement, elle, à ce moment-là, elle n'y pense pas. Elle a des sœurs qui se sont reproduites, enfin une qui s'est reproduite copieusement, donc voilà, ça lui pèse pas. Enfin voilà, c'est pas. Et d'ailleurs, l'amie qui m'a inspirée ne veut pas d'enfant. Enfin. En tout cas, pas tout de suite. Enfin, mais ça la travaille pas comme ça peut travailler notre génération. Enceinte, enceinte, en fait, il y a des conditions spéciales. Effectivement, on débarque tout de suite. Le congé maternité, c'est tout de suite. Parce que c'est très dangereux, c'est un métier dangereux. Mais les femmes qui font des enfants et qui continuent le métier, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. En général, elles changent de régime, elles sont plus au long cours, c'est-à-dire elles ne partent pas 3 mois, sauf celles qui ont une entente avec le père. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça existe, mais dans l'idée, moi j'ai un peu l'impression que là, je ne suis pas là pendant... avec la sortie du film, le tournage et tout ça, des fois je ne suis pas là pendant 1 mois, 2 mois... 2 mois pas, 1 mois pour de vrai. Et mon enfant survit très bien. Enfin, c'est très bien amené, cette femme dans la crique et ce métier qui surgit derrière. Et j'ai trouvé ça très étonnant, très original. Et pas vu jusqu'à présent. C'est ça qui me plaît aussi, c'est ce que disait Catherine à propos des films de Catherine Breillat. Moi, il n'y a rien qui m'intéresse plus au cinéma que de voir quelque chose que j'ai jamais vu, plutôt que de voir une éternelle histoire du cinéma, enfin, qui est là de toute façon, en fait, parce que le cinéma, il est hanté par le cinéma, tout le temps. Donc voilà, mais après, il faut un peu s'amuser. C'est tellement dur et chiant de faire un film. Franchement, autant essayer de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et c'est vrai que l'histoire de l'utérus, tout ça, on l'a jamais vu. Enfin voilà, il y a des trucs qu'on fait... Oh, même le premier plan avec le lit, on se dit... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est drôle, quoi.
Voilà, ça peut être une volonté en soi de faire un film pour montrer des choses qu'on n'a jamais vues. Et pour revenir en arrière, puisque du coup vous avez vu le film, et peut-être d'autres gens, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez encore y aller, il passe un tout petit peu dans Paris. Moi par exemple, le choix de casting attendu pour jouer ce personnage, ça aurait été de prendre une fille beaucoup moins gracieuse, parce qu'elle est quand même gracieuse. Elle est très belle, mais pas que, ce que je disais, elle n'est pas tout en train de poser, elle a un corps assez sec. Moi personnellement, moi j'aime plutôt les hommes, mais je trouve les femmes très belles. C'est pas le genre de corps que je trouve magnifique, elle est très maigre, enfin elle a un truc... Ouais, elle était danseuse. Elle est danseuse aussi, bon. Elle est musclée, enfin voilà. Mais en revanche, moi, il y a des gens, ils s'attendaient à voir, par exemple, Adèle Haenel, celle qui joue dans Les Combattants. C'est quelqu'un qui arrive et qui est comme ça, et qui est grand. Et j'adore Adèle Haenel. Moi, c'est une actrice que j'adore. Mais précisément, jamais je lui aurais proposé ce rôle. Parce que moi, l'amie qui m'inspirait, ce que j'aimais dans l'idée d'un personnage, c'est qu'elle est petite, grêle, musclée, mais très jolie aussi, voilà, féminine sans arriver sur le bateau en robe, machin, mais qui met toujours une robe dans son sac, qui, si elle sort, se maquille un tout petit peu, si elle a du maquillage sous le coude, enfin féminine, mais pas par... encore une fois, pas parce que c'est vindicatif, parce que ça fait... Voilà, elle aime séduire, enfin voilà... Et ça, pour moi, c'était important. Et c'est marrant parce qu'effectivement, ce qu'on appellerait le cinéma français, dans l'idée, les gens avec qui je parlais pour réfléchir au casting, au financement, ils se disaient ah bon, mais pourquoi pas cette fille qui va être... Voilà. Non, surtout pas. Je dis cette fille, ça peut être d'autres actrices, hein, mais... Et surtout pas, moi je voulais pas, ça foutait en l'air même l'idée même du projet. Et par exemple, pour prendre un autre personnage, toujours ces trucs de joli, moche là, parce que je trouve que c'est... En plus, c'est tellement subjectif au fond. Le mec le seul mec pas très sympa du film, celui qui essaye de faire des trucs pas sympas, le salaud quoi. Pareil, les gens me disaient alors tu vas prendre ce mec-là parce que vraiment il fait peur et tout. Je dis mais non, il faut prendre un très beau mec. Normal et beau, même il est assez beau, moi je trouve, sexy, parce qu'en plus souvent les mecs qui se permettent ils se le permettent franchement d'autant plus s'ils sont bien mignons quoi, évidemment. Enfin je veux dire, et pour le coup là le film on parlait de modèle tout à l'heure, de dire on le voit, on voit un président noir et du coup après voilà, moi je me suis très peu posé la question parce que j'étais quand même plus sur l'histoire, les sensations et tout ça. Mais pour ce moment-là et cette scène-là, c'est la manière dont elle règle son problème qui est... On ne peut pas dire que ce soit un viol, mais en tout cas une tentative de viol. Pour moi, c'est ça. C'est de se dire... voilà, il y a Virginie Despentes a écrit un article là, qui est en exergue du festival Femmes-Femmes, qui reprend des idées qu'elle avait déjà d'ailleurs, et qui sont... Moi, j'adore King Kong Theory, c'est ma bible féministe pour le coup et tout ça j'adore, mais où elle dit on n'en peut plus de voir des femmes qui sont violées puis après elles prennent une douche tout habillées parce que voilà c'est un cliché, puis on peut plus les voir mettre leurs culottes et tout ça dans les films et de voir des filles nues et pas les mecs, ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Et là pour moi c'est très important de voir qu'une fille elle peut être confrontée à un problème ou en gros de harcèlement ou je sais pas quoi, elle pleure pas, elle pleure mais elle pleure parce qu'elle s'engueule avec lui, mais elle s'en sort, elle n'est pas une victime. Elle attaque, voilà. Et elle n'est pas traumatisée. Je veux dire, c'est plus sujet après, plus jamais dans le film. Et ça, pour moi, c'est important et c'est pas pour emmerder toutes les femmes violées qui témoignent de dire comme c'est dur. Moi, c'est que, en plus, le récit de Virginie Despentes, qui pour le coup date, mais de dire voilà, moi j'ai subi un viol et en fait, voilà, j'ai pas envie de dire que je suis une pauvre victime parce que ce serait trop facile. Je trouve que c'est fort et important encore de le mettre en avant. Ce truc des modèles, en fait, de se dire, voilà, on peut être une fille qui fait un métier d'homme sans être obligée de faire comme ça. Voilà, même si, effectivement, elle peut employer des mots crus ou je sais pas quoi, mais comme on le fait toutes, je crois. Voilà, les repas à table, les blagues, les trucs, mais et on peut se faire violer, c'est pas le drame du film, se faire violer, c'est vrai que c'est pas violé. Après, par exemple, moi, c'est vrai qu'il y avait des lecteurs masculins, parce que là, pour le coup, là, je peux pas dire qu'il y a un seul lecteur féminin qui m'a dit ça, qui me disait « Oh, quand même, c'est vraiment pas un viol, c'est bizarre,
c'est pas si grave. Alors là, quand même, effectivement, les bras vous en tombent. C'est là aussi où on se dit, ben non, en fait, c'est pas du tout, faut pas du tout s'endormir sur une espèce de truc où ça y est, ce serait bon, l'égalité homme-femme, tout va bien. Non, non, c'est pas du tout bon, en fait. Pas du tout. Mais voilà, pardon, j'ai digressé à mort. C'est intéressant parce que le fait qu'elle ne soit pas un personnage costaud, etc. Et pourtant, dans le film, une des choses qui est le plus réussie, c'est que jamais on ne doute que cette femme est mécanicien. Elle est mécanicien d'emblée, mais c'est aussi parce que la manière dont toi tu nous l'as fait découvrir comme ça est une manière, tu l'imposes parce qu'il n'y a pas de question. C'est ça, et c'est pas introduit avec maniérisme ou quoi que ce soit. Elle est mécanicien et c'est donné d'emblée, et le spectateur est d'accord et tout va bien. Et alors cette question, moi je trouve que ce que vous avez dit sur la question de l'égalité et de la différence, je pense que justement aujourd'hui beaucoup de films travaillent là-dessus, c'est-à-dire qu'à la fois il ne faut pas mélanger, c'est-à-dire les hommes et les femmes sont égaux, c'est vrai, mais nous sommes différents. Et ça, c'est quelque chose qui est revendiqué dans le film de Lucie en particulier. Oui, on aime séduire, on aime les hommes, on parle d'une certaine façon, enfin, et en même temps, ça ne fait pas de nous des êtres, ça fait de nous des êtres différents, mais comme chaque personne est différente les uns des autres, et ça fait que nous sommes tous égaux dans notre différence, en fait.